Les peintres ont toujours rêvé de peindre avec de la lumière pure. Seuls les verriers y sont parvenus avec les vitraux qui percent l'ombre épaisse des cathédrales et projettent leurs reflets de couleurs. Lumière, ombre, reflet. Voilà une étonnante trinité. Elle hante toute l'histoire de la peinture occidentale. Dans la peinture médiévale, seule lumière, celle du fond d'or sur lequel se détachent les personnages. Elle se veut, comme celle qui tombe des vitraux, une émanation de la lumière divine. Les images représentées appartiennent à un autre monde. Les corps ne sont pas faits de chair et de sang. C'est pourquoi l'ombre portée, inséparable des corps terrestres, est absente. Seuls les visages, les mains et les vêtements sont légèrement modelés par lumière et ombre, afin de rendre compte des volumes. Avec la découverte de la perspective, l'ombre portée commence à apparaître. L'une des premières œuvres, La fuite en Égypte, de Giovanni di Paolo, date de 1436. Les rayons du soleil, présents lui-même dans le paysage, projettent l'ombre des personnages, celle des animaux, l'ombre des maisons, l'ombre des arbres. Cependant, au premier plan, se déroule la scène religieuse. La Vierge et l'enfant montés sur l'âne et Saint Joseph. Représentés comme ils l'étaient sur les fonds d'or, aucun ne possède d'ombre. En 1444, donc moins de 10 ans plus tard, Conrad Witz, dans son retable de Saint-Pierre, peint dans la scène des rois mages la Vierge et l'enfant avec leur ombre. Une scène désormais terrestre. Encore à peine 10 ans, et c'est l'Italien Piero della Francesca qui, en 1452, dans ses fresques d'Arezzo, fera la première démonstration magistrale des rapports de l'ombre avec la lumière. Dans la vision de Constantin, la lumière de la croix tenue par l'ange projette une ombre sur le visage du jeune homme. Ombre du casque sur le visage de l'homme armé. Ombre dans la tente de l'empereur. Silhouette sombre du guerrier qui se détache en contre-jour sous la lumière. Autre magnifique observation, dans le paysage de la victoire de Constantin sur Maxence, une perspective maîtrisée. La rivière qui serpente vient en s'élargissant, et dans la surface de l'eau calme, le reflet des arbres et des bâtiments. Sur les cuirasses, d'autres reflets encore. L'éclat du jour fait briller les armures. Cependant, la nature même de la peinture à fresque ne pouvait rendre les éclats lumineux qu'à la même époque, aux Pays-Bas, Jan van Eyck donnait à ses cuirasses grâce à la peinture à l'huile. Dans l'armure du Saint-Georges de la Vierge du chanoine Van der Pal, un reflet attire notre attention. Sa forme et sa couleur nous intriguent. Dans ce reflet se détache une silhouette, sans doute Van Eyck lui-même, qui s'est représenté là. Il semble tenir un pinceau. Ces jeux d'ombre et de reflets lumineux que le peintre savant et méticuleux affectionne sont loin d'être des jeux gratuits. Comme la lumière se réfléchit sur le métal, le peintre réfléchit sur son œuvre, sur sa place, sur ce qu'il est, et se trouve réfléchi lui-même. Avec les époux Arnolfini, Van Eyck a poussé la maîtrise de ses reflets plus loin encore, en rendant véritablement palpables les objets et les personnages qu'il peint. La lumière qui pénètre par la fenêtre illumine le lustre, fait briller le miroir, projette des ombres.
Bien visible entre les deux époux, le miroir attire le regard par sa luminosité, mais aussi par ses taches de couleur. S'y reflètent en effet, de dos, les deux époux. Mais deux autres personnages se tiennent devant eux. L'un d'eux est le peintre, comme nous l'indique l'inscription sur le mur au-dessus du miroir. Johannes de Eck fuit hic. Jan de Eck fut ici. Le peintre, témoin de la scène, est le garant de son authenticité et signe le tableau de son nom et de sa silhouette. Présent dans les demeures des Pays-Bas en raison des éclats lumineux qu'il apporte, le miroir est aussi l'emblème des peintres. Un instrument indispensable, puisqu'il leur permet d'évaluer avec précision la place des ombres et des lumières, la valeur chromatique des objets, comme l'enseigne Léonard. Pour voir si la peinture est dans l'ensemble conforme à la chose que tu représentes, prends un miroir. Fais s'y refléter le modèle et compare ce reflet avec ta peinture. Examine bien sur toute la surface si les deux images de l'objet se ressemblent. Dans Saint-Éloi et les fiancés du peintre Petrus Christus, la lumière qui éclaire les personnages et les objets provient de la gauche. Mais de quelle source? Le miroir convexe placé en évidence nous montre que sur la gauche se trouve en effet une fenêtre ou une porte ouverte qui laisse voir les maisons voisines. Sont présents aussi deux personnages qui épient la scène. Celui de droite est sans doute le peintre lui-même, comme le montre sa pose de trois quarts. Il tient un faucon, dont on sait qu'il a l'œil perçant. Cet œil perçant que le peintre lui-même doit avoir pour rendre compte de ce qu'il voit, ou plutôt de ce qu'il veut donner à voir. Le miroir est là, comme une métaphore de l'œil du peintre. Le miroir, bien sûr, est aussi l'outil indispensable pour les autoportraits. Et le Parmesan, en 1530, reproduit son image avec les déformations étranges qu'induit le miroir convexe. Depuis la naissance des grands ateliers à la fin du Moyen Âge, le travail du peintre est étroitement codifié. D'abord par les propriétés de la lumière naturelle. Pour son atelier, le peintre choisit des verrières plutôt tournées vers le nord, afin de bénéficier d'une lumière plus stable, à dominante gris-bleu. Cela n'empêchera pas Claude Lorrain de regarder parfois le soleil en face, au levant, comme au couchant. Mais la lumière pénètre aussi dans les maisons, transformant chaque pièce en atelier. Bonnard rend compte, sur le carrelage blanc d'une salle de bain, des variations des lumières du soleil et du ciel au cours de toute une journée. Autre contrainte, le rapport du travail de la main avec la source de lumière. Le peintre droitier place sa source lumineuse sur sa gauche, étalant en général sa touche de gauche à droite, à l'exemple de celui qui écrit. L'ombre de la main et du pinceau, qui se projette vers la droite, ne perturbe donc pas la lisibilité de la touche. Dans les natures mortes, les portraits ou les scènes de genre, l'éclairage vient aussi presque toujours de la gauche. Il y a des exceptions, bien sûr. Ainsi Caravage peignant 3 grandes toiles pour une chapelle de Saint-Louis des Français à Rome. Sur le mur de gauche, l'éclairage de la vocation de Saint Matthieu vient de droite. Pour la scène centrale, l'éclairage est presque zénital. Pour la scène de droite, le martyre de Saint Matthieu, la lumière vient de la gauche. Caravage a voulu donner l'illusion que les 3 scènes étaient éclairées par la même source de lumière, le petit vitrail situé au-dessus de l'autel, ou de façon plus symbolique, la lumière du ciel elle-même. Giulio Mancini
collectionneur et biographe de Caravage, nous dit que le peintre plaçait ses modèles dans une pièce sombre et les exposait à une lumière haut placée qui frappait les parties principales du corps et laissait le reste dans l'ombre, d'où des véhémentes oppositions de clair et d'obscur. Dans ces mises en scène sculptées par la lumière, seule domine l'action des personnages, la vérité de leurs sentiments. Une dramatisation née de la lumière et de l'ombre. Un clair-obscur d'une grande violence que Caravage est le premier à instaurer. Georges de la Tour, quelques années plus tard, reprend du Caravage l'art de sculpter avec la lumière qui donne la primauté aux personnages et à leurs sentiments, mais d'une façon plus intime, plus secrète. Lueur d'une bougie encore, mais ici elle éclaire une nature morte. Peinte à la même époque par l'allemand Gotthard de Wedig, elle ne doit rien à l'art du Caravage. La lumière de la bougie éclaire sans heurts les objets. Les teintes sont douces, presque monochromes. Et très subtils les jeux de lumière sur les matières. Reflets sur les métaux, reflets sur le verre. Autre nature morte. Quel auteur, quelle époque, mise en scène raffinée. Des pêches, une carafe posée sur une étagère, une branche souple aux feuilles incurvées, jouant avec l'ombre et la lumière. Éclat de la chair, douceur de la peau des fruits, reflet lumineux du verre, de l'eau et de l'ombre elle-même. Cette lumière, ces reflets, ces ombres, sont l'œuvre d'un fresquiste d'Herculanum au 1er siècle de notre ère. Jean-Baptiste Chardin, au XVIIIe siècle, portera cet art de la nature morte, que l'on disait alors art mineur, au sublime. Dépouillement et simplicité toujours plus grande de la mise en scène. Place des objets choisis avec un soin extrême. Aucun ne saurait s'isoler de l'autre. Reflets, ombres et lumières, résonance des couleurs, équilibre des masses, donnent aux dernières natures mortes de Chardin cette impression de temps suspendu et de sérénité. Une petite toile de 33 cm sur 41. Teintes assourdies. Les objets ne semblent exister que par leurs reflets colorés. Marron. Pomme. Cuillère. Gobelet d'argent. Le passage de la lumière à l'ombre est modelé en teintes délicates et fluides. Diderot, dans le salon de 1767, écrit son admiration. Chardin est le plus grand magicien que nous ayons eu. Ses compositions appellent indistinctement l'ignorant et le connaisseur. On s'arrête devant un Chardin comme d'instinct. Comme un voyageur fatigué de sa route va s'asseoir, sans presque s'en apercevoir, dans l'endroit qui lui offre un siège de verdure, du silence, des eaux, de l'ombre et du frais. Ce XVIIIe siècle des Lumières
à l'exemple de Diderot, aime mettre en image des scènes de vulgarisation scientifique. Joseph Wright of Derby rassemble devant un planétarium de table qui permet de simuler les mouvements des planètes autour du Soleil, savants, femmes et enfants, tous fascinés par cet univers dont le centre, croit-on alors, est le Soleil. Et ce Soleil, ici une bougie dont on perçoit le vase, occupe également la place centrale. Il éclaire tous les visages sortis de l'ombre profonde de la pièce. Mais la lumière est bien modulée sur les visages. Visage rêveur du personnage central qui ressemble au savant Isaac Newton, mort 40 ans plus tôt. Visage souriant des enfants aux yeux brillants. Visage attentif de la femme. La science amusante et fascinante à la portée de tous et tous baignés dans la lumière vitale d'un soleil artificiel. Au XIXe siècle, c'est la femme qui porte la lumière allégorique. Jules Lefebvre et sa Vérité, tenant un miroir réfléchissant le soleil. Frédéric Auguste Bartholdi et sa Liberté éclairant le monde. Et les villes éclairées la nuit attirent le pinceau du peintre Vincent van Gogh. Les réverbères répondent aux étoiles. De nouveaux jeux de lumière, reflets, halos, ombres et lumières, nuit et clarté. Parfois la pluie vient brouiller l'image, au grand bonheur de Camille Pissarro. Reflets éclatés en particules lumineuses. Ombre furtive, entourée de brouillard coloré. Avec Claude Monet, la vibration de la lumière devient pure vibration des couleurs. Et le peintre se penche sur les reflets de l'eau de son bassin de Giverny pour en saisir les effets multiples, les miroitements changeants, les images fugitives. Ces paysages d'eau et de reflets sont devenus une obsession. C'est au-delà de mes forces de vieillard. Et je veux cependant arriver à rendre ce que je ressens. J'en ai détruit, j'en recommence, et j'espère que de tant d'efforts, il sortira quelque chose. Dans ce que Monet appelle ces paysages d'eau, ce qui compose d'ordinaire un paysage, les lointains où le ciel est absent. Ne subsiste qu'une bande étroite d'arbustes, bientôt elle-même supprimée. Le paysage alors n'est plus que reflet d'arbres, de ciel et de nuages dans l'eau, où flottent les nymphéas. Et ces images reflétées valent pour tout le paysage. L'eau, miroir trompeur, images inversées, fascination d'un monde irréel. Le rendu des effets lumineux avait toujours été le souci majeur des peintres. Ils avaient d'instinct associé les couleurs afin de donner à leur composition le plus possible d'éclat. Ils savaient en particulier que mettre côte à côte certaines couleurs semblait renforcer leur luminosité et rendait les tableaux plus éclatants. Le phénomène a été mis en évidence en 1839 par le chimiste Eugène Chevreul, qui range les couleurs du spectre selon un cercle chromatique. Et il énonce la loi du contraste simultané qui découle de la structure même de l'œil humain. Mettre côte à côte des couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle
avivent chacune de ces couleurs, qu'on appelle aujourd'hui complémentaires. Par exemple, le rouge et le vert. Ainsi Van Eyck, dans sa Prairie céleste du polyptyque de l'agneau mystique. De même, la célèbre toile de Claude Monet, Les coquelicots, est basée sur cette opposition rouge-vert qu'on retrouve souvent dans la nature. Dans Impression soleil levant, la teinte orangée du soleil et des reflets est la complémentaire de la teinte bleue dominante dans le tableau. Les impressionnistes, peintres de plein air à l'affût de toutes les variations de la lumière solaire, ont beaucoup utilisé ces principes, même dans l'étude de la couleur des ombres. Ainsi, dans la Pie de Monet, la lumière jaune venant directement du soleil induit derrière les obstacles une ombre complémentaire bleue. Même sorte d'effet chez Renoir, dans la Balançoire. Les peintres qu'on a appelés néo-impressionnistes ont reproché aux impressionnistes de trop mélanger leurs couleurs sur la palette ou sur la toile. Ces néo-impressionnistes, à l'exemple de Georges Seurat, ont voulu recréer les conditions mêmes de la vision. Les couleurs sont divisées en notations colorées ponctuelles. Et vues de loin, ces nuances infiniment divisées doivent se fondre dans l'œil du spectateur. Il s'agit de restituer toutes les sensations colorées dues aux diverses modulations de la lumière. Paul Signac éclaircit encore la palette. Jouant sur les oppositions de couleurs vives, il s'affranchit de la réalité. Influencé par la violente lumière méridionale, il veut obtenir, écrit-il, un maximum de coloration et de lumière. Gino Severini, en 1914, parvient à l'abstraction en recherchant dynamisme et mouvement grâce à la vibration induite par les couleurs juxtaposées. Au même moment, Kazimir Malevich, avec son carré noir ou encore avec ses 4 carrés, abolit la couleur et oppose le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. Cette ombre qui avait été le mythe fondateur du dessin et de la peinture et qui continue à alimenter notre imaginaire. Ombre, frayeur des enfants. Et aussi frayeur des adultes. Et la peinture ne cesse de s'interroger sur l'ombre. L'ombre du Ready-Made de Marcel Duchamp fait partie de l'œuvre elle-même. Le rassemblement par Duchamp des ombres de tous ces Ready-Made compose un nouveau tableau. Et l'ombre du peintre lui-même devient tableau.